Salut à tous et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Info Wintox. Alors ça sera la dernière vidéo dans ce format, tout simplement parce que je vais peut-être faire évoluer un peu cette vidéo, puisque vu que les vues marchent plutôt bien sur le blog, mais par contre la chaîne YouTube ne sert vraiment que juste à supporter les vidéos, à stocker les vidéos pour le blog. On va essayer de faire évoluer un petit peu cette vidéo dans son format, donc on est en train de réfléchir à la faire changer. Certainement qu'on va la faire changer en forme de revue de presse, comme ça fait déjà 2-3 vidéos que je fais des revues de presse. Je vais faire d'ailleurs une revue de presse là maintenant, parce que ça vous permet peut-être pour vous un petit peu d'avoir un résumé de ce qu'il faut savoir, de ce qu'il faut retenir sur l'information, des informations des fois que vous n'avez pas dans vos médias, on va dire mainstream, c'est-à-dire les médias généraux. Et ces informations, évidemment, vous les retrouverez dans le blog, puisque c'est essentiellement des informations qui sont issues du blog, qui sont regroupées dans cette vidéo. Donc la vidéo va évoluer très prochainement, donc là ce sera peut-être la dernière dans ce format-là. On va réfléchir à voir comment on va faire une chose un petit peu différente, peut-être en format un petit peu plus court, parce que c'est vrai que les vidéos sont parfois un petit peu longues. Ce qui est long et parfois peut décourager en fait l'auditoire. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus synthétisé, d'un petit peu plus court. Alors on y va avec cette revue de presse. On est aujourd'hui le vendredi 21 septembre, nous sommes le premier jour de l'automne et c'est parti. Alors on va commencer par une information qui tombe aujourd'hui. Aujourd'hui c'était le jour crucial pour tous les fans de Apple, de la sortie en magasin, de la vente des fameux nouveaux iPhone, les iPhone 8 et les iPhone X comme on les appelle, sauf que contrairement aux fois précédentes où à chaque fois c'était un rush dans les magasins pour s'acheter le dernier iPhone, le problème c'est que là malheureusement, et ça je l'avais déjà expliqué lorsqu'on a dévoilé ces fameux nouveaux iPhones, c'est que le prix des iPhones là commence à devenir n'importe quoi, et c'est pas parce que ça s'appelle Apple, c'est pas parce que c'est un matériel en effet peut-être assez performant. Le seul problème c'est Apple n'a absolument apporté aucune innovation depuis presque 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait il a juste apporté quelques modifications techniques, il a apporté quelques options surtout un petit peu plus contraignantes, surtout sur le dernier iPhone 7 où tout le monde se souvient des fameux écouteurs en Bluetooth, mais que on est obligé d'acheter que les écouteurs de chez Apple Store, et évidemment vendus à un prix qui dépassait l'entendement. Très sincèrement, on se demande qu'est-ce qui peut passer par la tête des services commerciaux d'Apple pour vendre des téléphones presque 1000 dollars, on est à presque 1000 euros environ, puisque le iPhone 8 est à 900, je crois 940 dollars, et le fameux iPhone X, qui va être la Rolls de cette série, sera vendu plus de 1000 dollars. Sauf que aujourd'hui, c'était le jour où le nouvel iPhone était disponible dans les magasins, et là, patatras, c'est la cata parce que en fait les foules ne sont pas là, contrairement aux fois précédentes. Vous verrez les photos, et certainement il y aura des reportages à la télévision, puisque forcément c'est un événement qui était attendu. Vous aviez aux États-Unis, vous aviez certains reportages qui étaient prévus en direct dès l'ouverture des magasins pour faire l'événement, sauf que malheureusement les journalistes ont été obligés de dire que finalement il n'y a personne. On commence à voir sur Twitter d'ailleurs des photos, puisque la vente des iPhones ont commencé par l'Asie, donc tout ce qui est Singapour, Malaisie, Chine, Japon, etc. On a des photos, mais on a des photos presque limite surréalistes, avec des énormes fils, vous savez, ce qu'on appelle les tensas, c'est-à-dire ces matériels qui permettent de créer des files latentes, elles sont vides. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de personnes. À Singapour, apparemment, il y avait quand même une centaine de personnes qui étaient présentes, mais à Londres, alors en France, je pense que ça avait peut-être certainement la même chose.
Ici aux États-Unis, pareil, les Apple Store n'ont pas été pris d'assaut. Donc c'est un gros coup dur pour Apple, parce que là, c'est la preuve que peut-être le règne d'Apple est en train de fléchir. Et d'ailleurs, l'action de Apple aujourd'hui à Wall Street, lorsque les informations ont commencé à remonter que finalement, ce n'est pas le rush pour acheter ce fameux iPhone 8, eh bien l'action a perdu 1% dès l'ouverture de Wall Street, ce qui est assez significatif. Donc voilà, c'est vraiment symbolique aujourd'hui de cette société consumériste, c'est-à-dire qu'on en arrive à voir aujourd'hui des enseignes, des marques qui croient que parce qu'elles ont aujourd'hui un statut et une certaine dominance sur le marché, elles peuvent se permettre de continuer à développer une stratégie commerciale pour toujours plus faire des sensations, toujours plus faire le show, toujours faire plus le spectacle, avec finalement derrière des produits qui finalement n'apportent rien de plus, si ce n'est du gadget, mais faire payer le gadget finalement, là aujourd'hui Apple est en train de se prendre une grosse claque, parce qu'à force de toujours vendre des produits toujours plus chers, et finalement de coincer toujours plus le consommateur, eh bien la concurrence, elle, est en train de jouer justement sur ce fait-là. Moi je veux dire personnellement, j'ai été Apple pendant un certain temps sur les téléphones iPhone, parce que je trouvais que ça marchait bien, parce que ça turbinait bien, etc. Sauf que je suis très vite revenu sur mes positions, parce que plus ça allait, plus je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ce que je voulais avec mon téléphone. C'est-à-dire que j'étais obligé de passer par l'Apple Store, j'étais obligé d'avoir une gestion de mon iPhone par l'Apple Store, et Enfin, franchement, pour quelqu'un qui vient de l'informatique comme moi, c'est extrêmement désagréable. C'est pour ça que je suis revenu franchement à Android. Alors, même si Android, c'est peut-être pas encore tout à fait parfait, mais au moins, j'ai la main sur mon matériel, sur son système d'exploitation, et je fais un petit peu ce que je veux. Et Apple, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est un univers qui joue sur de la qualité, mais une qualité complètement cloîtrée. Et là, aujourd'hui, je pense que Apple est en train de se prendre une grosse claque. Et d'ailleurs, dans quelques jours, je pense qu'on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de l'action et au niveau commercial, parce que même ici aux États-Unis, il faut savoir que déjà certains réseaux de téléphones comme Verizon par exemple avaient fait une promotion, fait une offre de rachat de téléphone en iPhone 8 avec une offre promo de $300 sur le prix d'un iPhone 8. Sauf que le problème c'est que pareil, ça part pas du tout comme des petits pains. Au contraire, ça ne marche pas du tout. Donc on va certainement en entendre parler, on va suivre un petit peu ce qui se passe, parce que ça c'est très important, surtout dans le marché boursier où Apple, depuis le début, on le dit que Apple est très surestimé sur le marché boursier, parce que justement depuis plusieurs années, et ça beaucoup d'experts en informatique le disent, c'est que Apple joue énormément sur la marque, joue énormément sur du marketing, mais technologiquement n'a absolument rien innové depuis plusieurs années, et ça c'est quelque chose qui tôt ou tard finit par le payer, et peut-être que c'est arrivé aujourd'hui. Apple est en train de payer son manque d'innovation. Autre information très importante et qu'il va falloir suivre, même si, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs dans la dernière vidéo j'en avais fait aussi allusion, la Syrie a un peu disparu des médias. Et pour cause, tout simplement parce qu'on est en train de vous préparer une guerre Syrie 2.0. Je m'explique. Actuellement, on est en train d'un petit peu de focaliser les esprits sur ce qui se passe en Birmanie avec les Rohingyas, je ne me souviens plus exactement du nom, mais qui sont cette communauté, cette ethnie musulmane qui est présentée comme étant une ethnie actuellement martyrisée, dont on a vraiment l'impression qu'il y a un génocide qui est en train de se pratiquer à l'encontre de cette communauté. Alors, très rapidement, parce qu'on y reviendra certainement un peu plus tard dans une autre vidéo sur ce phénomène-là, faites très attention parce que là où ici il y a une manipulation, à savoir que il faut remonter aux origines de la population birmane pour comprendre les différends qu'il y a entre différentes ethnies, l'évolution avec la géopolitique et la politique interne de ce pays, pour comprendre que eh bien, les choses ne sont pas aussi simples que ça, que ce peuple, cette ethnie, malheureusement, même si elle est aujourd'hui sujet à à des règlements de compte, on va dire très simplement, il y a aussi un autre aspect derrière, qui est un aspect plutôt géopolitique et où on retrouve
très étrangement, certains acteurs, bon allez, je vous dis un petit indice, hein, Georges Soros, voilà, ça y est, je vous l'ai dit, donc maintenant, allez chouiner un petit peu, et vous verrez de toute façon, je mettrai certains articles sur le blog pour vous donner un peu plus d'explications. Donc je reviens à la Syrie, et la Syrie pareil, comme vous le savez, la Syrie, la guerre en Syrie est en proie tout simplement à finalement se terminer, c'est-à-dire que là aujourd'hui l'État islamique est réduit à peau de chagrin, donc on peut considérer qu'aujourd'hui le conflit syrien est censé se terminer. Sauf que, comme je l'ai déjà expliqué dans le blog, il est hors de question pour les Saoudiens et les Israéliens de laisser Bachar el-Assad en place. Donc il faut absolument trouver une solution pour relancer un conflit, et relancer le conflit avec qui? Tout simplement avec les Kurdes. Et oui, comme vous avez peut-être entendu parler, il faut savoir que les Kurdes d'Irak sont en train d'organiser un référendum pour demander leur autonomie, c'est-à-dire extraire finalement le territoire historique kurde qui se trouve en Irak de la souveraineté du territoire irakien. Alors évidemment, le gouvernement irakien, qui est évidemment un petit peu très gêné, parce que certains de ses partenaires, dont les Américains, sont évidemment tout à fait contre ce projet, même si derrière, les Américains sont quand même derrière les Kurdes, et tout simplement parce qu'ils ont aussi la motivation de faire la même chose avec les territoires kurdes de Syrie, ce qui était plus ou moins d'ailleurs, on va dire, le juste échange de bons procédés entre l'alliance qui soutenait les Kurdes de Syrie, c'est-à-dire, voilà, aidez-nous à combattre Daesh, voire même combattre le régime syrien, et en échange, on fera en sorte de vous octroyer le territoire historique qui vous revient du Kurdistan original qui se trouve en Syrie. Donc voilà, il y a certainement des chances que tout d'un coup un conflit soit relancé avec les Kurdes contre le régime syrien, donc une guerre entre le régime syrien et les opposants kurdes, auxquels on va évidemment associer ce qui reste, les ersatz des rebelles syriens, pour tout simplement pérenniser cette guerre qui va continuer, donc il y a de fortes chances qu'elle ne s'arrête pas, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, les Saoudiens et les Israéliens ne veulent absolument pas voir le conflit syrien se terminer tant que Bachar el-Assad reste au pouvoir. Aujourd'hui, on est le vendredi 21 et comme vous le savez, le 25 septembre prochain en France, il est prévu un mouvement social et plus particulièrement des routiers. Et donc on commence à faire monter un petit peu la température. Attention, les routiers vont bloquer les raffineries, donc il risque d'y avoir une pénurie d'essence. Et bien moi je vous invite à faire une petite visite à votre station et de vous souvenir du prix du litre. Et vous allez voir le prix du litre à partir de dimanche et lundi, il va commencer à grapper. Il va commencer à prendre quelques centimes. Très sincèrement, je pense que ça serait en effet pas plus mal, que vu le contexte social actuellement en France, que les routiers fassent véritablement une action coup de poing. Or, je ne suis pas très convaincu que les routiers aillent jusqu'au bout. Je pense qu'à mon avis, s'ils font un blocage, ils feront certainement un blocage pendant une semaine, pas plus, tout simplement parce que la logique et le bon sens veut que ce soit aussi des gens qui sont comme vous, ce sont des gens qui ont des traites à payer, qui ont des crédits, qui doivent gagner leur salaire pour pouvoir faire vivre leur famille, etc. Donc ils ne peuvent absolument pas se permettre de bloquer le pays pendant un laps de temps beaucoup trop long. Donc il y a de fortes chances que le gouvernement joue énormément avec ça. Ils vont faire semblant de négocier certaines choses. Les syndicats, aujourd'hui, moi je dis, attention, les syndicats aujourd'hui ne sont plus des entités qui défendent les intérêts des salariés. Je fais la séparation très claire entre les syndicats locaux, c'est-à-dire les cellules syndicales des entreprises, où là vous avez des gens qui en effet sont parfois des gens qui ont une certaine respectabilité, une certaine honorabilité à vouloir défendre les intérêts des salariés et font véritablement des combats salariales, des combats syndicaux tels que normalement on devrait les voir, mais au niveau des centrales nationales, faites très attention parce que eux sont vraiment des pourritures. Ils font le show, ils font croire aux gens qu'ils sont là pour défendre les intérêts des salariés, mais au finalité, souvenez-vous de la loi travail de El Khomri. Elle est passée et sans ordonnance. Elle est passée sans que les syndicats puissent faire quoi que ce soit, et tout simplement parce que quand les vacances sont arrivées, tout le monde s'est barré. Donc finalement, pour faire pression sur un gouvernement,
il n'y a plus personne. Et là, ça va faire pareil, c'est que on va lancer un peu des mouvements sociaux là, à la mi-septembre, on va essayer de combattre un peu ça, et puis quand vous verrez fin octobre, lorsque les vacances scolaires vont arriver, tout d'un coup, patatras, tout va s'effondrer, on va promettre des accords, on va promettre des... alors que le discours actuel, c'est le retrait de la loi de la réforme du travail, c'est de pousser le gouvernement à retirer ce texte, de ne pas faire les ordonnances telles qu'ils ont décidé de le faire. Mais ils le feront quand même. Donc finalement, vous allez voir que ça va finir en queue de boudin, c'est-à-dire que les routiers vont se retrouver coincés comme ils l'ont toujours été précédemment depuis quelques années, c'est-à-dire on va les laisser crever, à continuer à faire des blocages, mais au bout d'un moment ils vont commencer à céder parce que, comme je l'ai dit, ils sont comme vous, hein, ils ont besoin de leur salaire pour pouvoir payer leur crédit, etc. Donc après, la solution, ça serait d'essayer d'amener les étudiants, mais pareil, les étudiants, si vous amenez les étudiants dans la rue, les vacances scolaires vont finir par tout faire capoter. C'est ce qu'on a vu précédemment. Certains commencent à dire que ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire des manifestations un peu comme le CPE. C'est vrai que le CPE, ça avait commencé véritablement à monter en température et finalement le gouvernement avait cédé. Sauf que là, vu que pour éviter justement que ça se passe comme ça s'était passé à l'époque avec le CPE, il faut savoir que les unités de protection civile, les CRS par exemple, ont été munis législativement parlant de certains outils qui leur facilitent le travail, c'est-à-dire arrestation et interpellation massive. On se souvient des manifestations qui ont eu lieu, je me souviens qu'il y a 1 ou 2 ans, qui étaient organisées, je crois, le 14 juillet, et où il y avait eu presque 300 interpellations, enfin c'était énorme. Donc voilà, l'outil répressif aujourd'hui a été beaucoup plus assoupli, de telle manière à pouvoir justement dissuader les gens d'aller manifester et de foutre le bordel. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais très sincèrement, je ne me fais pas d'illusions. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où il faut bien comprendre les choses, c'est que soit on se laisse faire, ou soit on proteste, mais on proteste limite en allant véritablement dans un processus, on ne va pas dire de révolution, mais presque, c'est-à-dire de contestation plus violente, plus agressive. Et c'est là, malheureusement, que quelque chose toujours intervient, qui sont les casseurs, les casseurs qui, eux, décrédibilisent complètement les manifestations générales, parce que ils sont payés pour ça, ils sont prévus pour ça, c'est-à-dire s'attaquer aux biens privés et aux biens publics, casser des abribus, des vitrines, etc., brûler des voitures, ce qui décrédibilise complètement d'ailleurs le sens même des manifestations, au lieu de s'attaquer véritablement à plus des symboles de l'État proprement dit. Mais voilà, on verra ce que ça donne, mais très sincèrement, je pense que là, le bras de fer, qui pourtant va être décisif, parce que si les manifestations, si les mouvements sociaux finissent par s'effondrer et ne plus opposer une résistance vis-à-vis du gouvernement, je pense que c'est la mort de tous les mouvements sociaux, et plus particulièrement la mort des syndicats, parce que eux dans le genre collusion, on ne fait pas mieux. Autre information aussi, mais celle-ci est une information qui passe complètement inaperçue, je veux parler de la libéralisation du sujet de l'éducation sexuelle pour les enfants. Il faut savoir qu'avec la politique LGBT qui consiste à vouloir essayer de pousser toujours plus loin la question du genre jusqu'à même faire intervenir la question et la question existentielle auprès de l'enfant sur son genre, et la démonstration qu'on est en train tout simplement de pousser à une libéralisation sexuelle chez l'enfant. Alors évidemment, c'est un sujet extrêmement délicat parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'extrapolations dans ce sujet-là. Je vous invite donc à aller dans le blog pour aller voir cette vidéo de Ariane Billeran qui explique plutôt bien un petit peu la stratégie. Une stratégie qui est très dangereuse parce que finalement on risque grandement de provoquer chez des enfants des troubles
plus important que soi-disant vouloir essayer d'éclairer ou d'aider l'enfant à trouver son identité sexuelle, on risque de provoquer beaucoup plus des dérives qu'autre chose, des dérives, voire même pousser l'enfant à avoir de la curiosité vis-à-vis de la sexualité, ce qui, alors après évidemment, là je vous laisse imaginer un peu toutes les dérives que ça peut amener jusqu'à peut-être bien faciliter de la pédophilie, malheureusement. Donc je vous invite à voir cette vidéo parce qu'elle éclaire un petit peu un sujet d'actualité qui est complètement occulté des médias mainstream, mais qui est aujourd'hui pourtant d'actualité parce que voilà, toute la dogmatique des à la fois féministes, enfin j'ai rien contre les féministes, mais il y a aussi une part de responsabilité des féministes par rapport aux LGBT, de vouloir pousser toujours plus loin ce bouchon, à essayer de dire, et ce qui serait bien, c'est qu'on commence à faire un petit peu d'éducation aux enfants sur la sexualité pour justement les aider, essayer d'assumer leur identité sexuelle, leur identité de genre aussi. D'ailleurs, on a vu, hein, il y a une vidéo qui a été extrêmement promue il y a quelque temps sur cet enfant américain qui, dès l'âge de 5-6 ans, tout simplement s'est senti plus fille que garçon. Sauf que le problème, c'est que quand on regarde cette vidéo, justement pour essayer de bien assimiler la chose, on se rend compte que la base même de réflexion et la base même psychologique de l'enfant est inexistant. C'est-à-dire que parce que le gamin un jour s'est dit ah peut-être que ce serait bien si j'étais une fille, c'est finalement convaincu lui-même d'être une fille, alors que psychologiquement on sent bien que son raisonnement ne tient pas debout, enfin voilà, et je pense que le gamin risque d'avoir de gros soucis psychologiques à l'âge, quand il va arriver à l'adolescence, quand il va arriver à l'âge de la puberté, parce que voilà, c'est ce qui souvent comme je dis souvent en général, l'identité sexuelle, elle arrive avec la découverte de la vie sexuelle, et donc c'est évidemment sur la période de la puberté que c'est là que les choses sont les plus importantes pour permettre justement d'affirmer, de trouver un sens à l'identité de genre, à l'identité sexuelle des individus dans cette période. Mais franchement, aller chercher des gamins à 5-6 ans pour commencer déjà à les pousser à une réflexion sur eux-mêmes, sur leur genre, enfin je trouve ça un petit peu vicieux et assez malsain. Alors peut-être je suis un peu rétrograde, un peu vieux jeu, mais je pense que malheureusement si on est un petit peu conscient et responsable, on voit véritablement là une irresponsabilité dans cette politique. Et enfin en France, oui en France, on a entendu ce que je vous avais dit dans une vidéo il y a de cela plusieurs mois, même je dirais une vidéo juste après les élections présidentielles. Si vous avez vu cette vidéo, j'avais dit clairement que mon avis, Florent Philippot, lorsqu'il a créé, puisqu'il avait créé son fameux mouvement patriote quelques semaines après les élections, et j'avais dit clairement, je dis mon avis, je pense que Philippot a tout intérêt à quitter le FN et créer son propre parti, car je pense que le FN aujourd'hui a montré un visage qui le condamne de toute façon à péricliter, qui le condamne à décliner. Et bien voilà, ça y est, l'actualité m'a donné raison dans cette analyse. Florent Philippot a donc quitté le Front National, va donc se consacrer certainement à son mouvement patriote. Il y a de fortes chances que d'ici quelques mois, il annonce que son mouvement devienne un parti politique. Mais ce qui est très amusant et ce qui fait peur justement beaucoup de médias, c'est que cet événement, d'ailleurs on le voit, hein, il y a une véritable assistance à démontrer que Florian Philippot est en train de se sacrifier, de se suicider politiquement en faisant ça, que même Mélenchon, qui pense d'ailleurs que les gens les gens qui ont voté Front National, mais sans avoir véritablement la conviction politique ou l'idéologie politique du Front National, mais qui votaient plus par conviction par rapport à des événements tels que de quitter l'Union européenne, de quitter l'euro, etc. Chose que d'ailleurs Philippot a toujours soutenue. Ou d'ailleurs à un moment, Marine Le Pen a commencé à être un petit peu évasive sur l'orientation par rapport à cette politique, etc.
Et des gens comme Mélenchon, justement, fait appel du pied à tous ces gens qui, peut-être, trouvent une déception supplémentaire à vouloir suivre le Front National et à rejoindre donc les Insoumis. Mais on sent bien qu'il y a véritablement une peur tout simplement que, justement, cet électorat Front National, qui est ce qu'on appelle l'électorat qui n'est pas profondément Front National, mais qui est plus un électorat indécis, mais qui a voté Front National par dépit, parce que aussi par envie, justement, comme je le disais, de vouloir quitter l'Union européenne, de quitter l'euro, de retrouver la souveraineté budgétaire, économique, sociale et politique, ça a toujours été la ligne de conduite de Philippot. Et justement, ils ont peur que une partie de l'électorat Front National suive Philippot. Et je pense, et là c'est mon opinion personnelle, je pense que le nombre de gens qui risquent de quitter le Front National, ou tout du moins dans l'électorat Front National, je pense qu'il y a au moins la moitié de l'électorat Front National qui suivront Philippot. Et c'est ça qu'aujourd'hui les médias essayent d'éviter en essayant de dissuader que Philippot est en train de se suicider politiquement, alors que bien au contraire, je pense que Philippot est en train de nous préparer un sacré coup de Trafalgar dans le paysage politique français. Après, évidemment, chacun a ses opinions par rapport à Philippot, on aime, on n'aime pas, etc. Mais il faut bien lui reconnaître que c'est quelqu'un qui, médiatiquement, a toujours réussi à avoir une prestation assez efficace. Il a toujours tenu bon face aux agressions, face aux provocations. Et je pense que c'est quelqu'un qui a cette intelligence d'avoir su, comme beaucoup, reconnaître que finalement le Front National s'est peut-être un peu perdu dans un clientélisme électoral au détriment de l'idéologie même politique du Front National, que l'assouplissement, que la nouvelle orientation politique du Front National finalement a voulu bouffer un petit peu à tous les râteliers en se perdant dans une ligne conductrice idéologiquement parlant. Donc Philippot, il y a de fortes chances qu'on en entende parler encore quelque temps. Ne soyez pas étonnés du lynchage médiatique, de la volonté de convaincre les gens que Philippot est mort politiquement, que c'est un cinglé, qu'il a eu tort de faire ça, etc. Parce que justement, ils savent que Philippot risque de devenir une personnalité, on va dire, un acteur politique important dans les mois à venir. Autre information également et non des moindres, mais dont pareil on ne parle pas, petit historique rapide, on se souvient qu'en 2008 la crise est arrivée aux États-Unis, plusieurs organismes ont demandé de l'aide fédérale pour renflouer les caisses, et il y a deux sociétés qui étaient énormément exposées à des hauteurs vraiment, alors là on était sur des situations où la faillite était inévitable, sauf que l'État fédéral a décidé d'en renflouer qu'un seul. Et finalement, c'est le groupe des assureurs AIG qui a été renfloué, et c'est Lehman Brothers qui a été complètement sacrifié. Le sauvetage de AIG s'est monté à 185 milliards de dollars. 185 milliards de dollars. À ceci près, c'est que la différence entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé en France, c'est qu'en France, on a filé du fric aux banques. D'ailleurs, on se souvient que Nicolas Sarkozy avait vendu, je crois, 400 tonnes d'or, justement, pour trouver cet argent et pouvoir renflouer certaines banques françaises. La différence, c'est que les banques françaises, on attend toujours de savoir si elles ont décidé de rembourser ce qu'elles devaient par rapport à ce qu'on leur a filé pour les aider. Mais aux États-Unis, les choses étaient très claires, c'est qu'on vous renfloue, mais par contre, on veut voir l'argent revenir. Donc la plupart des banques et organismes financiers qui ont été aidés par l'aide fédérale ont remboursé leurs dettes.
Mais certaines d'entre elles, de par justement leur compromission, ont été mises, on va dire, un petit peu sous tutelle, c'est-à-dire que si on n'utilise pas véritablement le terme de nationalisation aux États-Unis, parce que c'est un terme relativement barbare dans un système capitaliste et ultralibéral, il n'en est pas moins qu'en effet, le fait d'avoir injecté 185 milliards de dollars dans AIG pour enflouer la société a donné certains droits de l'État fédéral sur un droit de regard sur les activités de AIG. Et donc ce droit de regard, il a été transféré par l'État fédéral à une commission qui a été créée en 2010, qu'on appelle la commission Dodd-Frank, suite à la loi financière qui avait été promulguée par M. Dodd-Frank. Et cette commission, donc, a un droit de regard sur les activités de ces entreprises, dont AIG. Donc, ce qui fait que AIG n'a pas la liberté de faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est obligée de respecter certaines normes, certaines règles financières, tout en sachant qu'elle a, comme beaucoup d'organismes financiers aux États-Unis, encore des produits toxiques qu'elle traîne derrière elle à des hauteurs, à des sommes extravagantes. Ça ne veut pas dire que cette société, qui je le rappelle, à l'origine, AIG est une société d'assurance, qui est une des plus grosses aux États-Unis, mais aussi à l'échelle internationale, et qui a bénéficié en 1997 de la réforme de la déréglementation des marchés, c'est-à-dire la possibilité désormais pour des entreprises de ne pas se cantonner uniquement à une activité, mais de pouvoir diversifier, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, à partir de 1997, eh bien, les banques de dépôt qui faisaient que de la banque de dépôt, les banques d'investissement faisaient que de la banque d'investissement, et puis d'autres sociétés comme les assureurs, par exemple, eh bien, les assureurs faisaient que de l'assurance. Eh bien, tout ce petit monde a commencé à faire des activités des uns des autres, c'est-à-dire des banques de dépôt ont commencé à faire de l'investissement, les banques d'investissement ont commencé à faire du dépôt, les banques d'investissement ont commencé à faire de l'assurance, les assurances ont commencé à faire des banques d'investissement, etc., etc. Ce qui fait que les banques de dépôt se sont servis évidemment des dépôts pour faire de l'investissement, et les banques et les assureurs qui évidemment collectaient vos mensualisations de tout l'argent de leurs clients, etc. Eh bien, tout ce patrimoine financier, au lieu de servir à faire des indemnisations à leurs clients, etc., eh bien c'est de l'argent qu'ils ont tout simplement spéculé sur les marchés financiers. Ce qui fait la raison pour laquelle AIG s'est retrouvé sacrément dans la merde en 2008. C'est exactement ce qui s'est passé aussi en France, puisque aujourd'hui, vous remarquez, les banques de dépôt ne font plus uniquement de l'activité de dépôt. En général, elles font aussi maintenant de l'investissement, que vous avez même des assurances maintenant qui font de la banque, que vous avez des banques qui font de l'assurance. Enfin, voilà, aujourd'hui, vous avez des organismes qui se sont mis à faire des activités qui ne sont pas leur activité principale, mais parce qu'on a dérégulé en 97 les marchés financiers pour permettre à des organismes de pouvoir collecter toujours plus de valeur pour pouvoir faire de la spéculation, ces organismes se sont finalement compromis encore plus avec ces fameux produits qu'on appelle les subprimes, qui sont des défaut swap, comme on les appelle. Donc je ne vais pas revenir en détail sur ce que c'est, puisqu'on en a déjà parlé. Donc je reviens à AIG. Eh bien, à AIG, il y a des gens, on va le dire très sincèrement, qui sont actuellement sous influence de certaines personnalités bien placées dans l'administration de M. Donald Trump, qui souhaitent vouloir tout simplement redonner sa liberté à AIG, c'est-à-dire retirer la tutelle à AIG, c'est-à-dire tout simplement demander à ce que AIG puisse retrouver sa liberté de faire ce qu'elle veut, voire tout simplement retrouver la liberté de faire n'importe quoi, c'est-à-dire de redévelopper tout simplement des produits spéculatifs pour peut-être créer des bulles, etc. Donc il y a de fortes chances que cette demande, ce souhait soit voté, même si pour l'instant on a encore beaucoup de doutes, parce qu'au sein de la commission, il y a certains responsables qui sont quand même heureusement un petit peu adultes et responsables, qui considèrent que redonner sa liberté à AIG est extrêmement dangereux, tout simplement parce que AIG, comme je vous l'ai expliqué, c'est une des plus grosses sociétés d'assurance importantes aux États-Unis, et que si jamais on leur redonne une liberté, et que si jamais ils refont les mêmes conneries qu'ils ont fait avant, là peut-être qu'on n'aura pas la possibilité de la renflouer, et là, il y aura des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, on va
il y aurait un danger énorme pour l'économie américaine parce que cette société est classée comme ce qu'on appelle les sociétés à haut risque systémique. C'est-à-dire que ce sont des sociétés tout le monde a tout intérêt à ce que jamais elles ne fassent faillite. Et donc, évidemment, AIG a un certain monopole dans certains marchés, mais vous savez que quand vous êtes rentier de certaines compagnies, si les résultats n'évoluent pas suffisamment pour vous permettre de gagner toujours plus de pognon, il y a un moment donné, vous vous séparez de vos parts dans cette société et vous rachetez ailleurs dans d'autres sociétés un petit peu plus lucratives. C'est le principe, hein, c'est un des fondamentaux aujourd'hui de la spéculation. Et c'est pourquoi AIG systémique, tout simplement, c'est une des raisons pour laquelle ce qui a convaincu l'État fédéral en 2008 de sauver l'assureur, tout simplement parce que AIG, c'est la société d'assurance des aéroports internationaux aux États-Unis, des ports commerciaux aux États-Unis, en plus de pas mal de structures et d'infrastructures et de sociétés de transport. Donc ça veut dire que si AIG avait fait faillite, eh bien tous ces secteurs d'activité auraient été obligés d'arrêter pendant un certain temps avant de pouvoir retrouver d'autres assureurs. C'est-à-dire que tant que ces infrastructures de transport n'étaient pas assurées, eh bien, elles ne pouvaient pas continuer leur activité. Alors vous imaginez que même sur 2, 3 ou 4 jours de cessation d'activité de ces infrastructures de transport, eh bien, ce sont des milliards de dollars qui partaient en fumée. Et là, l'économie américaine ne peut pas se permettre ce genre de situation. Donc, voilà, on est en suspens de savoir si la commission de surveillance des activités financières va, oui ou non, redonner sa liberté à AIG. On va le savoir la semaine prochaine. Donc d'ici là, je vous donnerai l'information pour savoir qu'est-ce qui a été décidé. Autre information également, là on est un petit peu plus dans l'Europe, on est même quasiment pas très loin de la France. Je veux parler évidemment de l'Espagne et plus particulièrement de la Catalogne. Comme vous le savez, il y a programmé un référendum pour réclamer l'autonomie de la Catalogne. Sauf que le problème, c'est qu'il y a eu des réunions pour essayer d'arrondir les angles, pour éviter que les mouvements séparatistes, mais plutôt les mouvements autonomistes catalans organisent tout simplement ce référendum. Parce que Bruxelles a essayé de récupérer un petit peu cette volonté de retrouver son autonomie. Pour bien comprendre la situation, je vous fais juste une petite anecdote, une petite aparté pour bien que vous compreniez la subtilité de la situation. Il faut comprendre la chose que Bruxelles, l'Union européenne, veut détruire les États-nations, c'est-à-dire les États souverains et les peuples souverains. Comment détruire ces États-nations? Alors évidemment, actuellement, on voit la stratégie, ce qui se passe en France, c'est-à-dire détruire la crédibilité, détruire la fonction publique, détruire la capacité de l'État en tant qu'État-providence, etc. Donc détruire la crédibilité même du principe même d'État souverain. Et deuxièmement, de motiver, de militer pour le régionalisme, c'est-à-dire réussir à pousser des mouvements séparatistes, des mouvements autonomes, tout simplement à acquérir une autonomie régionale, c'est-à-dire, alors il n'y a pas de création d'État proprement dit, mais de donner la possibilité à des régions de se constituer en régions autonomes. Un exemple flagrant de ce qui a été tenté, je crois, en 2013, c'était en 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait déjà une expérience qui voulait qu'on réunifie le Haut-Rhin et le Bas-Rhin en France. Il y a eu un référendum local qui avait été organisé, et le référendum a dit non. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans cette région qui ont fait un énorme travail de communication pour bien expliquer en fait l'origine de cette idée de vouloir réunifier le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Parce que dans les accords qui étaient prévus, c'était évidemment de ne pas donner d'autonomie à cette région du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, mais de donner une option de possibilité à cette super-région de pouvoir dépendre toujours de l'État français, mais de se passer de l'État français pour recevoir ces instructions et ces recommandations de la part de Bruxelles directement. C'est-à-dire que cette super-région, eh bien, ne
continuerait évidemment à dépendre législativement parlant de l'État français, de la République française, mais sur le plan budgétaire, économique et social, dépendrait de Bruxelles. Eh bien, c'est ce que Bruxelles a essayé de faire avec la Catalogne. Sauf que le problème, c'est que Bruxelles n'a pas réussi à mettre la main dessus. C'est-à-dire que les Catalans, eh bien, ont tout simplement dit, nous, on veut notre autonomie parce qu'on ne veut plus de la politique européenne. Donc du coup, Bruxelles, qui n'a pas réussi à mettre la main sur cette opération d'autonomie de la Catalogne, eh bien, a tout simplement demandé à l'État espagnol de sévir. Eh bien, il a sévi comment? Eh bien, par une pratique très traditionnelle, c'est-à-dire en arrêtant, en pratiquant des arrestations sur des responsables autonomistes catalans. Alors évidemment, actuellement, il y a des manifestations, ils sont en train de faire pression pour que ce référendum n'ait pas lieu. Donc là, il y a véritablement là, vous avez au grand jour vraiment la politique européenne, c'est-à-dire c'est la mainmise complète sur les nations européennes. C'est soit on détricote les pays, mais à condition que les super-régions qui peuvent se créer, et en l'occurrence en ce qui concerne la Catalogne, là c'est l'échec total, mais par contre pour la région basque par exemple, actuellement on sait qu'il y a un travail de fond pour essayer à un moment donné de pousser à ce qu'il y ait des mouvements autonomistes pour réunifier le Pays basque français au Pays basque espagnol. Voilà ce qu'on veut essayer de construire à terme, évidemment. Pour l'instant, voilà. Donc le référendum catalan, aujourd'hui il y a des milliers de manifestants qui sont en train tout simplement de réclamer que soit appliquée la décision du peuple et du Parlement catalan. Donc affaire à suivre parce que là il y a de fortes chances que pareil ça évolue, pas forcément dans un sens démocratique, et d'ailleurs ça dérange pas mal les communicants européens, parce que là il y a vraiment des actions qui ne sont absolument pas démocratiques, puisque là on n'a pas du tout envie d'écouter l'opinion du peuple. On est en train tout simplement d'essayer de le soumettre à une raison de préserver l'unité de l'Espagne. Juste pour mémoire, on se rappelle, juste pour rappeler, pour qu'on comprenne bien la situation, à savoir que la Catalogne était une région relativement importante et pas religion, mais économiquement indépendante, et qu'elle a été unifiée, on va dire, à la Castille en 1479, je crois, mais que depuis, c'est la Castille qui a toujours essayé de mettre un petit peu son autorité sur le territoire catalan. Donc il y a toujours eu un peu ce problème entre les deux régions, comme d'ailleurs c'est le cas pour d'autres régions espagnoles. Donc voilà, il y a une hégémonie de la part d'une entité sur les autres. C'est un peu le même problème que d'ailleurs ont les Gallois au Pays de Galles, c'est-à-dire que les Anglais finalement ont mis un petit peu la mainmise sur le Pays de Galles, et les Gallois sont un petit peu relayés un petit peu au second plan. C'est à peu près aussi le même cas, dans la pratique c'est différent, mais c'est ce qui se passe également au Tibet. Au Tibet, aujourd'hui les Chinois sont en train tout simplement de mettre une mainmise sur les activités économiques, sociales et politiques sur le Tibet, et les Tibétains finalement ne récoltent que les miettes. C'est une façon d'éliminer finalement, on ne va pas dire que c'est un génocide culturel, mais presque. C'est un peu la méthode de l'assimilation imposée pour faire disparaître finalement une entité culturelle au profit d'une autre. Donc voilà, donc la Catalogne, suivre un peu le mouvement, parce que le référendum normalement était prévu dans quelques temps, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, donc affaire à suivre. Autre événement également, alors là peut-être que vous en avez entendu parler, mais on n'en parle pas trop en Europe. Par contre aux États-Unis on en parle beaucoup, sauf que là ça commence un petit peu à se tasser,
parce que je pense qu'il y a certains médias américains qui commencent à se rendre compte que ça atteint des niveaux de ridicule. Vous avez Hillary Clinton qui a publié il y a quelque temps un livre où elle explique évidemment ses sentiments de ce qui s'est passé pendant la campagne et sur le résultat des élections présidentielles. Sauf que le problème, c'est que on en arrive à des propos, à des convictions qui dépassent l'entendement, voire même limite surréalistes. On est toujours dans cette dogmatique évidemment de la responsabilité russe, de son influence, de son interventionnisme, etc. On en est même réduit à la voir dans une émission, dans un show aux États-Unis, où elle parlait de Vladimir Poutine comme étant quelqu'un qui utilisait le... Alors je me souviens plus du terme en anglais, mais vous savez, c'est quand nous autres, les mecs, quand on s'assoit, on écarte les jambes. Bon, voilà où s'en est réduit aujourd'hui dans la politique américaine. C'est-à-dire que on en arrive presque à frapper en dessous de la ceinture. Ce qui est très malsain. Ça n'a jamais apporté quelque chose de bon dans un paysage politique, mais clairement aujourd'hui Hillary Clinton semble essayer de se défausser du simple fait que, eh bien, si elle n'a pas été élue, à peu de choses près, hein, mais que si les résultats des élections présidentielles américaines sont à peu près à l'image des élections françaises, c'est-à-dire vous avez une proportion d'Américains qui ont voté qui est extrêmement faible par rapport à la véritable capacité électorale du peuple américain, c'est en partie à cause d'elle, parce que les démocrates, voulant absolument utiliser à la fois son nom et le fait que ce soit une femme pour préserver le pouvoir à Washington, ne s'est pas rendu compte que malheureusement au sein même de l'électorat démocrate, Hillary Clinton n'était pas aimée du tout. Et sauf que le problème, c'est que même si certains s'en sont rendus compte, même si certains le savaient, eh bien ils ont persisté. Ils ont même signé encore plus lorsqu'ils ont vu que Bernie Sanders commençait à grappiller un petit peu d'électorat et finalement ils lui ont foutu des bâtons dans les roues. C'est prouvé puisque Wikileaks a publié les fameux mails où il est très ouvertement implique, donne des implications de la directrice de la DNC, DNC c'est le nom du Parti démocrate aux États-Unis, qui démontre que oui, il y a une volonté de la part des cadres démocrates d'écarter Bernie Sanders pour glorifier, pour pousser en haut du podium Hillary Clinton. Bon, le résultat, on le connaît, mais oui, on voit bien que Hillary Clinton ne veut absolument pas accepter le fait qu'elle a sa part de responsabilité dans son échec, que c'est forcément la faute des Américains idiots qui ont voté Trump, la faute du populeux, voilà, du bouseux américain, que c'est la faute à Poutine, que c'est la faute des Russes, que c'est la faute à Wikileaks, que c'est la faute au directeur du FBI qui a foutu sa merde également, etc. Mais elle est claire comme de l'eau de roche, etc. Donc voilà, sauf que la dame, ils ont beau essayer de communiquer, de l'aider dans cette communication. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle fait cette tour des popotes. Et vous avez peut-être vu la photo, elle en est réduite à faire des signatures chez Costco. Alors Costco, vous avez peut-être entendu parler en France, il y en a un qui vient d'ouvrir dans la région parisienne, je crois. C'est cette grande chaîne de magasins de grande distribution qui a un principe où vous êtes obligé d'être membre finalement pour pouvoir rentrer dans ces magasins et pouvoir avoir accès à des prix défiant toute concurrence. En principe, sur certains produits, sauf que c'est de la vente en gros, c'est-à-dire que même à l'unité, si un produit coûte dans les supermarchés 1 €, chez Costco, vous allez le trouver à 80 centimes, mais 80 centimes vendus par pack de 12. Vous voyez, c'est le principe un petit peu de Costco, entre autres, évidemment, vente de produits alimentaires, etc. Mais c'est un principe de membre. C'est un peu le même principe, si vous voulez, si vous connaissez peut-être,
être des centrales d'achat pour les professionnels, où vous avez des grands magasins où vous pouvez acheter des produits détaxés, où il y a de la récupération de TVA, mais vous êtes obligé d'être membre de ces boutiques, c'est-à-dire que ce n'est pas ouvert aux civils, on va dire, c'est vraiment uniquement pour les professionnels. Donc voilà, Hillary Clinton aujourd'hui essaye de, même si au sein du Parti démocrate, il est très clair que Hillary Clinton c'est fini, ils ne vont pas faire les mêmes erreurs. On a même eu Obama là, qui a fait une petite sortie de retraite pour faire son petit discours pour sauver les apparences sur son Obamacare, puis aussi sur l'environnement, etc. D'ailleurs, je maintiens qu'au mois de décembre, quand il y aura la réunion qui est organisée, je crois, à Paris pour confirmer l'accord de Paris sur l'environnement, vous verrez qu'on va nous faire un super show, comme quoi Donald Trump décide de revenir dans l'accord après une négociation attribuant des conditions bénéfiques pour les États-Unis, et même aux États-Unis actuellement il y a des spécialistes, il y a des experts qui déjà en parlent et ils en sont persuadés que Donald Trump va certainement faire volte-face sur ce sujet, et vous verrez qu'en France, eh bien, on va vous présenter la chose comme étant Macron a sauvé l'accord de Paris en réussissant à convaincre Donald Trump de revenir dans l'accord. Vous verrez que alors là on va le glorifier, ça va être Dieu bientôt. Donc voilà, la suite. Autre information également qui est très importante à savoir, même si je pense que les médias ont un petit peu survolé le sujet. Donc aujourd'hui, je rappelle, nous sommes le vendredi 21 septembre. Hier, nous étions le jeudi 20 septembre. Et jeudi 20 septembre, eh bien, est entré en vigueur de façon provisoire, en attendant les dernières ratifications, du CETA, le CETA, qui est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Alors, on ne fait pas trop la promo, même si on vous dit « Ah, ben, aujourd'hui, voilà, c'est l'entrée du CETA, c'est magnifique, on va pouvoir faire des échanges avec le Canada de façon beaucoup plus simplifiée, etc. » Sauf que, eh bien, il va y avoir quand même des conséquences. Des conséquences, alors je rappelle, le TAFTA, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, mais qui est actuellement suspendu, puisque Donald Trump a suspendu les négociations, mais le TAFTA reste toujours d'actualité, on attend simplement que quelqu'un réussisse à remettre sur les rails le TAFTA. Mais le CETA, donc, c'est entre l'Union européenne et le Canada. Alors on vous dit que c'est provisoirement, c'est-à-dire qu'on est en train de commencer à mettre en place. Alors... Donc rapidement, qu'est-ce que va être le CETA? Alors le CETA, premièrement, c'est l'accord qui va concerner 510 millions d'Européens et 35 millions de Canadiens. Sera certes appliqué de manière provisoire, mais dans sa quasi-totalité, les droits de douane entre le Canada et l'Union européenne sur les biens seront supprimés à 98% dès le premier jour, c'est-à-dire que maintenant, les droits de douane ont été donc appliqué suivant l'accord du CETA, c'est-à-dire à 98% des différents échanges qu'on peut avoir avec le Canada. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, désormais, le Canada va pouvoir tout simplement exporter ses produits avec des taxes beaucoup plus légères que ce qu'elle avait jusqu'à maintenant. À savoir, qu'est-ce que l'Union européenne va pouvoir exporter, qu'est-ce que les Français vont pouvoir exporter au Canada? Allez savoir, parce que derrière, c'est plus un jeu après de réglementation sanitaire. Alors, plus particulièrement concernant l'alimentation, il faut savoir que pour l'instant, le CETA a extrait le bœuf, l'exportation de bœuf des différents produits exportables entre l'Union européenne et le Canada. Mais par contre, le poisson, et plus particulièrement le saumon par exemple, le saumon, eh bien, faites attention parce que vous allez, vous risquez de voir débarquer du saumon OGM dans vos restaurants et dans vos plats. Donc, si jamais vous voyez que c'est du saumon qui vient de Canada, je vous conseille de ne pas en acheter. La ratification par les partenaires européens et canadiens, le CETA deviendra définitif
une fois voté par les 38 assemblées nationales et régionales d'Europe, ce qui prendra des années. Seuls 5 pays, Lettonie, Danemark, Espagne, Croatie et Malte, l'ont pour l'instant validé. C'est-à-dire qu'il n'y a actuellement que ces 5 pays qui l'ont entièrement validé dans leur parlement officiel, aussi bien parlements nationaux que régionaux. Si un parlement dit non, l'accord tombe en principe à l'eau. Donc ça veut dire qu'en France, eh bien, il y a des fortes chances que vous ne voyez pas la ratification se produire, ou on ne vous informera pas que, bah, tenez, demain l'Assemblée nationale va ratifier le CETA. Vous n'en entendrez pas parler. On vous dira, ah, ça y est, tiens, hier, au fait, hier, l'Assemblée nationale a voté oui sur la ratification du CETA. Voilà, ça va être ça. L'agriculture va certainement prendre beaucoup de risques, puisque le CETA facilitera les exportations de fromage, d'alcool, vers le Canada, mais les agriculteurs européens craignent à l'inverse de voir déferler des produits canadiens aux exigences sanitaires moindres. Certains secteurs sensibles comme le poulet resteront donc probablement protégés et d'autres, comme je vous l'ai dit, le bœuf, le porc et le maïs, soumis à des quotas. Mais, je vous ai donné l'exemple du poisson, voilà. Début des reconnaissances des appellations, l'accord fournit une protection au Canada à 143 produits européens d'origine géographique protégés. Les imitations du Gouda ou du Roquefort ne pourront plus être vendues sous cette appellation. Ce chiffre reste cependant limité puisque plusieurs centaines d'appellations sont reconnues dans l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'il y a 143 appellations qui ne pourront pas être utilisées par les produits canadiens pour être vendus en France, mais ils pourront très bien être vendus en France sous un autre nom. D'accord ? C'est-à-dire que si vous trouvez un fromage qui s'appelle Tartampion, qui a à peu près le même goût, la même consistance que le Roquefort, mais qu'on va vous vendre peut-être 5 € moins cher que votre Roquefort qui est fait avec des principes traditionnels, voilà, ça sera possible. Selon un rapport indépendant commandé par la France, le climat est le grand absent du traité négocié en amont de l'accord de Paris de décembre 2015, avec un gouvernement canadien ardent défenseur d'énergie fossile dont il regorge. Au final, le texte sera même légèrement défavorable au climat. Eh ouais, comme quoi, vous voyez, actuellement, on est en train de vous crier, ouais, le climat, mais finalement, le CETA a concédé au Canada de continuer à être un pollueur, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, comme quoi, quand je dis que l'accord de Paris et tout ce qui est COP, etc., c'est de l'arnaque, voilà, il n'y a pas de volonté. Je veux dire, quand il y a des intérêts économiques, importants, je peux vous garantir que le climat, ils en ont rien à foutre. Absence du principe de précaution. Eh ouais, les CETA prévoient ça, c'est-à-dire la capacité des États à réglementer dans les domaines de l'environnement et de la santé est préservée par principe, mais le principe de précaution lui-même n'est pas explicitement mentionné dans l'accord. Selon le rapport français, une incertitude existe sur une possibilité de contestation par le Canada, c'est-à-dire que le Canada, s'il a envie d'exporter des produits, mais sur lesquels les organismes sanitaires français, par exemple, disent que, je vous parlais l'exemple du saumon OGM, si les organismes français considèrent que le saumon OGM peut avoir potentiellement un risque, eh bien, le Canada pourra très bien faire appel à la Cour, ce qu'on appelle ce fameux tribunal pour départager finalement, je ne me souviens plus du nom, il y a un nom exact pour ce tribunal-là, et ce tribunal européen, évidemment, pourra condamner la France et leur dire non, tant que vous ne pourrez pas prouver la dangerosité ou la nocivité de ce produit, eh bien, vous êtes obligé d'accepter ce produit. Voilà. Donc, le CETA, merci, c'est exactement ce qui était prévu également dans le TAFTA. Le CETA, il faut bien comprendre que le CETA, c'est un TAFTA light, on peut le dire, mais qui est exactement motivé par les mêmes principes.
tribunaux arbitraux, voilà, je cherchais le nom, ces fameux tribunaux arbitraux qui vont être mis en place et qui vont permettre eh bien, à des organismes, des sociétés aussi bien françaises que canadiennes, eh bien, tout simplement d'avoir recours à ces tribunaux d'arbitrage pour condamner les pays qui refusent certains produits, qui refusent certaines exportations, parce que considérant qu'il y a peut-être une nocivité ou une concurrence déloyale ou par protectionnisme aussi. Hein, si en France vous avez, comme je vous ai donné l'exemple du Roquefort, si vous avez un fromage qui a la même allure que le Roquefort mais qui a un nom différent, mais qui commence à envahir les rayons français, eh bien les producteurs de Roquefort pourront très bien demander à l'État français de faire en sorte de faire du protectionnisme et d'interdire ce fromage en France. Si l'État français interdit donc ce fromage en France, eh bien le Canada sera en droit de faire appel au tribunal d'arbitrage, et le tribunal d'arbitrage dira non, la France, vous n'avez pas le droit, vous devez retirer cette interdiction et vous devez accepter ce produit sur votre territoire parce qu'il correspond parfaitement aux accords qui ont été signés entre l'Union européenne et le Canada en matière de libre-échange. Voilà. Donc, accès renforcé au marché public. Les entreprises européennes auront accès au marché public canadien, y compris ceux des villes et des provinces, qui gèrent une part importante des dépenses publiques. Les Européens accordent, eux, déjà un large accès à leur marché aux compagnies canadiennes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des appels d'offres à des marchés publics, exemple, si par exemple dans votre ville vous avez une société qui s'occupe des parkings, par exemple, c'est une société privée, et bien cette société privée, lorsqu'elle arrivera en fin de contrat, et bien une société canadienne sera parfaitement en droit de faire une offre pour pouvoir s'occuper de la gestion de ces parkings, qui sont des parkings payés avec de l'argent public, mais qui seront mis en gestion par des sociétés privées. Donc voilà des petits principes, des petits détails justement sur ce CETA. Donc le CETA aura forcément des conséquences à terme sur l'activité économique des pays européens, tout en sachant une chose, et ça d'ailleurs on n'en fait pas du tout la publicité, il faut savoir que c'est un accord entre l'Union européenne et le Canada, mais qu'est-ce qui est à côté du Canada? C'est les États-Unis. Et vous avez pas mal de sociétés, des filiales de sociétés américaines, qui sont au Canada, et en tant que société en activité économique au Canada, auront exactement les mêmes droits que les sociétés canadiennes d'avoir le bénéfice de cet accord CETA. Donc en gros, ça veut dire que le CETA est en fait un petit TAFTA, déjà, on va dire, une antichambre du TAFTA, c'est-à-dire que des sociétés américaines pourront passer par ce TAFTA pour pouvoir réussir, et bien tout simplement commencer à conquérir et à influencer les paysages et les politiques économiques européennes de nos pays, pour commencer à casser et commencer peut-être aussi à imposer de nouvelles normes, de nouvelles règles à l'échelle européenne, et c'est évidemment Bruxelles qui dira ensuite aux pays comme la France, eh bien en France vous interdisez tel produit parce que vous considérez qu'il y a un risque sanitaire, etc. Et bien maintenant vous n'avez plus le droit de l'interdire, vous êtes obligé de l'accepter. Voilà. Merci le libéralisme et le libre-échange. Et enfin, pour terminer, quelques petites infos rapides. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les ouragans qui sont passés, que ce soit Maria, José, là actuellement Irma, et il y en a deux autres qui sont actuellement, à l'heure actuelle, qui sont considérés en tant que dépression, tempête tropicale, qui est Lee, et l'autre qui est Nat, qui est actuellement sur la partie est de l'Atlantique. Donc évidemment, les dégâts sont considérables. Je ne vais pas revenir sur, évidemment, Saint-Martin, qui a été clairement un échec d'anticipation de la part des autorités françaises en métropole. La Floride, pas mal morflé, et pour l'instant, on n'a pas encore un bilan établi sur les conséquences économiques. On a par contre, avec Harvey, sur Houston, on est déjà sur à peu près, je crois que le dernier chiffre auquel j'ai pu voir, on est sur du 180 milliards de dollars
Je pense qu'on est actuellement, d'après ce que j'ai pu voir, sur du 185, voire 200 milliards de dollars d'indemnisation et d'investissement à faire pour remettre les choses au clair. On a aussi cette information qui était tombée, que j'avais relayée, où sur Houston, sur toute la zone de Houston qui a beaucoup souffert par les inondations, on s'est rendu compte que 80% des maisons assurées étaient sous hypothèque. Très rapidement, je vous fais l'état, c'est-à-dire que les hypothèques, les gens qui ont mis leur maison en hypothèque, vont pas pouvoir continuer à payer l'hypothèque. Donc ça veut dire que les rendements en hypothécaire sur les banques va forcément avoir une influence, parce que vu que c'est des produits adossés sur d'autres produits qui sont ensuite mis sur les marchés, forcément va y avoir un problème, parce que les rendements va y avoir un hic. Du fait que voilà, c'est bon, proportionnellement à l'échelle nationale, c'est pour l'instant ça pourra être assumé, si vous voulez, ça pourra être épongé, mais à terme ça risque de poser un gros souci. Et puis voilà, là on a évidemment la Guadeloupe, la Martinique. Alors ils ont bien morflé, mais les dégâts restent quand même relativement moins terrible, on va dire, que ce qu'a pu connaître Saint-Martin. On a également l'entremblement de terre à Mexico, qui là aussi est assez sévère. Il y a de fortes chances qu'on soit un petit peu attentif à l'activité sismique, parce que là il y a eu quand même sur la côte est du Mexique un tremblement de terre de 6,2 je crois, et là maintenant 7 points sur Mexico. On a eu il y a 2 jours un 6,2 au large du Japon. Donc l'activité sismique au niveau du cercle de feu commence à reprendre un petit peu de plus belle. Donc là on va surveiller ça, hein, on va faire un petit peu d'informations là-dessus. Donc à suivre donc l'évolution de cette saison des ouragans. Alors c'est vrai que c'est toujours très impressionnant, parce que évidemment on a de plus en plus d'images sur ce qui se passe, des gens filment maintenant ce qu'ils peuvent voir et ce dont ils sont témoins. Donc on a l'impression que ça prend de l'ampleur, qu'on n'a jamais vu ça, etc. Si, alors que cette année on estime qu'on est légèrement un petit peu plus en tension sur l'activité des ouragans, de l'activité donc 2017. Comparativement à l'activité, je crois, de 2010, on est à peu près équivalent, à ceci près que la seule différence que les climatologues et les experts météorologiques admettent, c'est que les ouragans de cette année sont plus virulents, sont plus violents. C'est-à-dire qu'on est quand même arrivé à des vents de près de 300 km/h, ce qui est quand même pas rien, ce qui pose énormément de problèmes, parce que vous avez beaucoup d'infrastructures urbaines qui évidemment sont calculées, et je pense particulièrement par exemple aux fameuses grues, hein, les grues de construction. Les grues de construction en général sont en moyenne prévues pour résister à des vents de 250 à 280 km/h. Or là, il y a eu quand même des vents de 300 km/h. Donc ça veut dire que là, il y a quand même un risque. Et ça rejoint finalement ce que j'ai déjà expliqué. Si vous avez déjà vu une vidéo sur le réchauffement climatique, hein, je disais que on focalise énormément les gens sur la pollution, sur le carbone, sur la responsabilité de nos activités humaines, etc. Mais au final, ça cache derrière l'immobilisme des pouvoirs publics, l'immobilisme politique, à essayer tout simplement de faire en sorte de se préparer à ce changement climatique. C'est-à-dire de se préparer, de changer des normes, d'imposer des restrictions, d'imposer des règles, d'imposer des lois pour éviter de construire des choses qui forcément ne seront pas adaptées aux conditions climatiques auxquelles on va être confronté, que ce soit des orages, que ce soit des tempêtes de neige, que ce soit des pluies, etc. Donc voilà, c'est un camouflet. Enfin, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, vous pourrez la retrouver. Donc je ne vais pas revenir dessus. Autre information, ah oui, on a eu la couverture de Charlie Hebdo.
qui a pas plu du tout aux associations LGBT, comme quoi finalement on se rend compte que d'un côté on a légitimé la liberté d'expression de Charlie Hebdo quand il s'agissait de taper sur les chrétiens, sur les catholiques, sur la religion, sauf que là on tape, ils ont fait un peu un trait d'humour sur la PMA concernant justement l'accès à la PMA et la libéralisation de la PMA. Juste petit rappel, PMA, hein, c'est concernant la possibilité désormais pour des femmes de pouvoir faire de la gestation, c'est-à-dire tout simplement de se faire mettre enceinte sans avoir l'obligation de responsabiliser le mâle, c'est-à-dire le père, c'est-à-dire donner la possibilité désormais à des femmes de pouvoir avoir un enfant sans être obligées d'assumer la responsabilité vis-à-vis d'un homme. Donc voilà, personnellement, je ne suis pas contre, hein, au contraire, c'est une évolution qui est très très bien pour les femmes qui souhaitent avoir des enfants, sauf qu'il faut réfléchir que derrière, ça n'est pas fait dans un état d'esprit justement d'évolution sociale, mais c'est fait essentiellement dans un intérêt lucratif, c'est-à-dire de développer le business de la PMA. Et vous verrez, comme l'a dit Zemmour, qu'il y a quelques années, Hollande avait dit le mariage homosexuel, oui, la PMA, non. Aujourd'hui, on dit la PMA, oui, la GPA, non. Eh bien, vous verrez que dans 1 ou 2 ans, on vous dira la GPA, oui. Donc, affaire à suivre. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler. Donc, oui, alors Charlie Hebdo a fait cette couverture qui n'a pas plu aux LGBT et que finalement, on se rend compte que la liberté d'expression, elle fonctionne uniquement à géométrie variable. Alors c'est ça qui est très amusant, hein. Le ridicule finalement ne tue plus. On a également vu Carrefour, Carrefour qui... Carrefour c'est pas bien, ils sont en train d'essayer de développer des achats de produits locaux, c'est-à-dire d'acheter finalement alors dans certaines régions vous avez des magasins Carrefour qui sont en train tout simplement de négocier des produits locaux chez des agriculteurs, mais des agriculteurs qui font des récoltes avec des produits traditionnels, c'est-à-dire finalement des produits qui sont en dehors des fameuses listes, vous savez, dont on a parlé de Bruxelles, qui sont des produits spécifiques régionaux. Alors évidemment, à Bruxelles, on regarde ça d'un mauvais œil parce qu'on se dit mais pourquoi est-ce que Carrefour, grand réseau de distribution, s'amuse à vouloir travailler avec des agriculteurs locaux, avec des coopératives locales, plutôt que tout simplement de continuer à travailler avec des grands réseaux de distribution et faciliter les exportations des oranges espagnoles ou de légumes, je ne sais pas, venus de Biélorussie, de Pologne ou de je ne sais où. Donc voilà, c'est assez amusant de voir que Carrefour est en train de faire un petit peu une volte-face. Par contre, oui, dommage pour ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture bio. Vous saviez que pour se lancer dans l'agriculture bio, l'État a apporté une aide pendant 2 ans, un soutien, on va dire, pendant 2 ans, et bien ce soutien a été supprimé. Donc dommage, désormais, si vous voulez faire du bio, ou si vous vouliez vous lancer dans le bio, désormais, il faudra vous démerder tout seul avec vos banques pour avoir vos fonds et vous lancer dans l'aventure. Je rejoins ce que je disais sur la Syrie. On a appris que les Américains ont installé une base permanente en Israël. C'est une réponse tout simplement à la présence d'une base permanente russe en Syrie. Donc vous voyez, on est toujours là dans l'évolution de la stratégie. Autre petite information également qui est passée un peu totalement inaperçue d'ailleurs, c'est, vous vous souvenez d'ailleurs de cette policière qui s'appelle Sandra Bertin, Sandra Bertin, pas Berlin. C'est cette policière, tout simplement, qui avait fait le scandale en accusant des pressions émanant du ministère de l'Intérieur pour modifier son rapport sur les fameux enregistrements vidéo sur l'attentat de Nice du 14 juillet 2015. Eh bien, ou 2016, c'était 2016. C'était 2016, oui. Eh bien, vous vous souvenez que Cazeneuve avait porté plainte pour diffamation, eh bien, le procès a eu lieu et le résultat, eh bien, tout simplement, Sandra Bertin a été
relaxé. Relax donc pour la jeune policière. Par contre, très clairement, on sent bien qu'on veut étouffer l'affaire, qu'on veut passer l'éponge et mettre un terme à cette histoire. Donc finalement, eh bien, on ne sait pas, et on ne saura certainement peut-être pas, parce que je pense que la policière aujourd'hui, ça fait quand même plus d'1 an qu'elle est dans la tourmente et qu'elle aussi doit certainement subir pas mal de pression. Eh bien, on ne saura jamais véritablement si dans toute cette affaire, parce qu'il faut savoir quand même que sur Internet, ça a quand même bien balancé pour essayer de la discréditer dans ses propos, mais elle a tenu bon. Hein, elle a tenu bon. On l'a même accusée d'avoir été peut-être influencée par Estrosi pour mettre en cause l'autorité nationale, donc l'autorité du gouvernement. Mais voilà, je pense que l'affaire va être très vite étouffée, même si pourtant on a quand même bien des éléments qui suscitent des questions. Mais il n'y aura pas de réponse puisque l'affaire, voilà, elle est étouffée, c'est circulé, il n'y a plus rien à voir. Autre information également, le décès de Liliane Bettencourt, franchement, on s'en fout. Hein, de toute façon, ça va résoudre certainement pas mal de problèmes administratifs et budgétaires concernant les scandales qui étaient liés à cette personne. Autre information que je pourrais vous donner éventuellement, ah oui, les pressions entre la Corée du Nord et les États-Unis. Ça continue, voilà. C'est une histoire de gros bras, même si derrière on a quand même la Chine hein, qui est très attentive à ce qui se passe. Aux dernières nouvelles, il y a eu une nouvelle prise de sanctions des États-Unis contre la Corée du Nord. On a quand même Taïwan qui a décidé, on sent bien qu'il y a quand même eu des influences pour pousser Taïwan à prendre cette décision, a décidé de couper ses approvisionnements en pétrole à la Corée du Nord. On a parlé d'AIG, on a parlé évidemment des ouragans, de Philippot, la libéralisation sexuelle, des manifestations. Oui, en matière d'insécurité, en matière de criminalité en France, ça commence aussi à monter, on a de plus en plus de problèmes, mais on n'est pas encore dans les niveaux de ce qui se passe en Allemagne. Hein. En Allemagne, c'est toujours autant dramatique, mais ça n'empêchera pas, je vous le dis, hein, Angela Merkel d'être réélue très facilement, parce que de toute façon, en face, il n'y a personne. On a mis Schulz, mais Schulz, les Allemands n'en veulent pas, donc il est clair que Angela Merkel sera réélue, peut-être pas forcément avec un taux très élevé, mais suffisamment pour briguer un nouveau mandat. Je pense que c'est à peu près tout de ce que je peux vous donner en matière de petites informations rapides. Voilà, c'est de l'actualité, on est en pleine rentrée, conflits sociaux en France à suivre parce que ça va vraiment donner la tendance de ce qui va se passer avec le gouvernement d'Édouard Philippe et avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je suis parvenu dessus parce que de toute façon tout a été dit et tout est déjà dit. Sinon, quoi d'autre? Oui, j'ai aussi parlé, vous savez, de l'émission de Ruquier avec Angot. De toute façon, il suffit de voir les 2-3 premières émissions pour se rendre compte que de toute façon l'émission est en train tout simplement de se saborder. Donc il y a de fortes chances que l'émission ce soit la dernière saison et la dernière de son existence, puisque de toute façon Ruquier a déjà bien expliqué que vu que France Télévisions ne lui a pas accordé en fait de pouvoir produire de nouvelles émissions et l'a plus ou moins un petit peu mise à l'écart, il y a de fortes chances que Ruquier aille commencer à voir ailleurs, voire peut-être l'année prochaine, sur la saison 2018-2019, finissent par travailler peut-être avec TF1. Il y a des chances, enfin je spécule. Hein. Donc voilà, c'était à peu près tout. Donc suivre l'actualité parce qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent. Donc je rappelle, hein, les conditions et la situation sociale en France, les élections allemandes qui vont pas donner véritablement de surprise, mais par contre la politique des migrants va certainement avoir beaucoup d'influence. Je suis parvenu sur les migrants justement parce que il y a beaucoup d'informations, mais c'est assez dilué pour l'instant parce que il y a une volonté de
plus trop en parler au niveau médiatique, alors que il y a toujours autant de problèmes. Et puis les États-Unis avec la Corée du Nord, et puis évidemment la situation économique. Je vous invite également bien à suivre le blog, avec toutes les informations que je relais chaque jour. Merci d'être plus nombreux depuis quelques temps. Également pas mal de personnes apparemment d'Irlande, de Russie, j'ai vu également de Roumanie, d'Allemagne, d'Espagne, Portugal, Italie, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, qu'est-ce que j'ai vu aussi, Australie. Alors Australie, peut-être que c'est des francophones, donc bonjour à nos francophones australiens. Et puis merci à vous tous d'être fidèles donc à ce blog. Concernant le site, donc la chaîne YouTube, je vais essayer de faire évoluer les vidéos pour peut-être faire quelque chose d'un peu plus court, parce que c'est vrai que les vidéos sont parfois longues et c'est parfois un petit peu lourd. Puis peut-être essayer de développer un petit peu la chaîne sur YouTube, parce que la chaîne sur YouTube, comme je l'ai expliqué la dernière fois, le nombre de vues est quasiment inexistant, parce que justement je ne sers des vidéos uniquement pour les mettre sur le blog, ou là sur le blog par contre j'ai un taux de fréquentation qui est tout à fait moyen par rapport au nombre de fréquentations sur les articles et le blog. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de Info ou Intox. D'ici là, portez-vous bien, suivez bien l'actualité et à très bientôt. Avant, petite information juste pour vous, c'est une petite exclusivité que je vous donne, parce que personnellement, je connais quelqu'un qui travaille dans une société d'assurance santé ici aux États-Unis. Je ne vous donnerai pas le nom de cette société, mais je peux vous dire que c'est une société assez importante et qui est en train tout simplement d'essayer de trouver des bureaux et va développer des bureaux en France. Ce qui veut dire que vous avez en France des chances de commencer à voir des compagnies privées d'assurance santé qui vont commencer à débouler en France. Je peux même vous dire que cette compagnie a l'intention d'ouvrir des bureaux en Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, Limoges, Amiens, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Le Mans, Montpellier, Brest, Lille, Nantes, Paris, Strasbourg, Orléans, Rennes, Niort, Pau, Nice et Toulouse. Donc voilà, je vous donne vraiment une exclusivité là, parce que je viens juste d'avoir l'information par la personne que je connais qui travaille dans cette compagnie. Donc cette compagnie d'assurance santé américaine, donc qui est une société privée, est en train tout simplement d'essayer de commencer à travailler sur un développement sur le marché français, ce qui veut dire que ce que je confirme et j'insiste bien, il y a une volonté à l'échelle européenne de détruire le système de santé publique français pour ouvrir le marché au système privé, comme c'est le cas aux États-Unis. Voilà, c'est une petite exclue que je vous donne rapidement pour réfléchir dans vos conversations sur le sujet. À très bientôt.